Des dizaines de morts et des scènes de désolation aux États-Unis après une série de tornades. L'État du Kentucky est particulièrement touché. Le président Biden évoque une tragédie inimaginable. Un ultime référendum sur l'indépendance en Nouvelle-Calédonie, mais les bureaux de vote ont ouvert. Le scrutin est boycotté par les indépendantistes. Correspondance dans ce journal. Une star internationale à la tête de la fédération du football au Cameroun, Samuel Eto'o vient d'être élu. Il devra redresser l'image de la fédération et améliorer les infrastructures alors que le pays accueille la CAN dans moins d'un mois. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal. Le bilan continue de s'alourdir aux États-Unis où se sont abattues des dizaines de tornades. L'une d'elles a parcouru près de 400 km, laissant derrière elle des paysages ravagés. On dénombre 83 morts, mais les autorités s'attendent à ce que le bilan s'alourdisse. Chloé Barbeau. C'est une ville dévastée, balayée par une gigantesque tornade. De Mayfield dans le Kentucky, il ne reste que ses ruines. Des bâtiments éventrés, comme ce bureau de poste. Des carcasses de voitures. Cette station essence est complètement retournée. Pendant la nuit, le toit de cette usine de fabrication de bougies s'est effondré sur les ouvriers. L'une des employées se filme, piégée sous les décombres. Je reste calme, mais je ne vais pas bien. Au lever du jour, l'épouse de cet homme traumatisé reste introuvable. Je veux retrouver ma femme. J'espère qu'elle est dans un endroit en sécurité. S'il te plaît, reviens-moi. Cette tornade est la plus meurtrière de l'État du Kentucky. Nous avons déjà perdu plus de 70 compatriotes. Et ce chiffre pourrait monter à plus d'une centaine. La nuit dernière, un phénomène météorologique a créé plusieurs dizaines de tornades dans le centre-est des États-Unis. Kentucky, Arkansas, Tennessee, Illinois et Missouri, au moins 5 États ont été touchés. Joe Biden s'en est ému. Perdre un proche dans une tempête comme celle-ci est une tragédie inimaginable. Nous travaillons avec les gouverneurs pour nous assurer qu'ils ont ce dont ils ont besoin pour rechercher les survivants. À Edwardsville, dans l'Illinois, cet amas de tôle était un entrepôt Amazon. À l'intérieur, des employés qui travaillaient de nuit pour traiter les commandes avant les fêtes de Noël se sont retrouvés pris au piège, dont le proche de cette femme. Il était au téléphone avec moi pendant que ça se passait. Les camions arrivaient, je lui ai dit de sauter du camion et de se baisser. Maintenant, il est introuvable. Dans tous les États concernés, les secours sont encore à pied d'œuvre. Le président américain a estimé qu'il s'agissait d'une des pires séries de tornades de l'histoire. Elles sont fréquentes aux États-Unis, mais elles semblent de plus en plus intenses et de plus en plus fréquentes. Alors, qu'en disent les spécialistes? Les explications de Valérie Lerouge. Des vents d'une extrême violence, très localisés, et qui rasent tout sur leur passage. Les tornades tuent chaque année entre 300 et 400 personnes, dont la moitié aux États-Unis. Le phénomène se forme dans les orages, quand une masse d'air froid s'enroule autour de vents chauds ascendants, provoquant des tourbillons allant jusqu'à 500 km/h. Pour autant, contrairement à d'autres phénomènes comme les ouragans, difficile de connaître l'impact du réchauffement de la planète sur les tornades. Le changement climatique peut avoir un impact sur les tornades, mais pour l'instant, les chiffres ne sont pas parlants. On n'a pas non plus une observation concernant les tornades qui remonte à très loin, ce qui fait que c'est difficile de mettre en avant une évolution. Pour l'instant, il n'y a pas de chiffres concordants qui vont vers une amplification ou au contraire une raréfaction des tornades. À défaut de savoir s'il y a plus de tornades, il est certain qu'on en voit davantage. Car les chasseurs de tornades sont de plus en plus équipés pour les détecter, les traquer, les filmer. Et leurs images spectaculaires font aussitôt le tour des réseaux sociaux. Ah, c'est la plus grosse tempête de grêle que j'ai jamais connue. Waouh, la vitre arrière! Aux États-Unis, des émissions de télé y sont même consacrées et n'hésitent pas à déployer des moyens extravagants. Car le phénomène dévastateur continue de fasciner, tant les images de tornades symbolisent à elles seules
la force de la nature et le déchaînement des éléments. En France, les intempéries dans le sud-ouest ont provoqué de nombreux dégâts dans les Pyrénées-Atlantiques ainsi que dans les Landes. Les premières opérations de nettoyage ont débuté samedi. La décrue a commencé, mais très lentement. De nombreux habitants ont encore les pieds dans l'eau. Troisième et dernier référendum d'autodétermination en Nouvelle-Calédonie. Pour ou contre l'indépendance, il faut choisir. Les bureaux de vote ont ouvert avec une participation en forte baisse. Elle était à midi de 27,75%. Écoutez les précisions de William Cromwell à Nouméa. Ça a beau être un jour de référendum, et même si le ciel ne l'indique pas, la Nouvelle-Calédonie est sous la menace d'une dépression tropicale et elle est actuellement en pré-alerte cyclonique. Malgré cela, les bureaux de vote ont ouvert effectivement à 7h, soit 1 heure avant les horaires habituels, pour éviter les attroupements, les longues files d'attente, puisque nous sommes en vigilance Covid, si l'on peut dire. 185 000 électeurs environ sont inscrits pour ce troisième référendum de l'accord de Nouméa. Sur les tables des bureaux de vote, un tas de bulletins oui, un tas de bulletins non. Pour répondre à la question, voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante? C'est la même question qui avait été posée en 2018 et en 2020. La réponse ici, c'est à partir de 20h. À noter une différence par rapport aux 2 scrutins précédents, la présence assez importante de forces de l'ordre. 2200 hommes supplémentaires sont venus en renfort pour, je cite, le Haut Commissariat, sécuriser l'opération référendaire. Et ça ne semble pas complètement inutile, si vous me permettez l'expression, puisqu'on nous signale déjà sur la petite île des Pins, au sud de la Grande Terre, des barrages autour d'un bureau de vote de l'île des Pins. Mexico demande à Washington de revoir sa politique migratoire après le tragique accident qui a coûté la vie à 55 migrants d'Amérique centrale. Le camion transportait dans sa remorque plus d'une centaine de personnes lorsqu'il s'est renversé sur une autoroute. Kevin Battista. Une prière pour ce qu'ils appellent un miracle. Dans un pays, le Guatemala, où 3 jours de deuil national ont été décrétés. Tous connaissent un homme, Celso Pacheco. Il a survécu à l'accident de la route au Mexique, dans lequel, quelques jours plus tôt, une cinquantaine de migrants ont perdu la vie. Sus sueños era cruzar y llegar en los Estados Unidos por la necesidad que teníamos. Tengo 2 hijas, una de 11 años y una de 2 años. Él vio la necesidad que teníamos. Cet accident, qui a également fait plus d'une centaine de blessés, implique de nombreux Guatémaltèques. Tous faisaient route vers Puebla pour ensuite se diriger vers le nord du Mexique. Une route migratoire qu'empruntent chaque année des milliers de personnes, le plus souvent en camion ou à pied pour ceux qui ne veulent pas payer les passeurs. Yo creo que todo lo que hemos hecho vale la pena seguir adelante. Yo les doy ánimo a todos los que estamos aquí que sigamos. Majoritairement originaires de pays d'Amérique centrale, ils n'ont qu'un objectif, atteindre et traverser le Mexique pour entrer aux États-Unis. Pour le président mexicain, les États-Unis doivent repenser leur politique migratoire pour éviter de nouveaux drames. Andrés Manuel López Obrador affirme avoir déjà évoqué le sujet avec Joe Biden. Duele mucho cuando se dan estos casos. No se ha podido lograr el que se atiendan las causas que originan el fenómeno migratorio. Pour le Mexique, il y a urgence. Entre janvier et octobre, le pays a enregistré plus de 108 000 demandes d'asile. Les demandeurs doivent attendre ici l'examen de leur dossier aux États-Unis. C'est le programme Quédate en México, reste au Mexique, signé entre Mexico et Washington sous le mandat de Donald Trump. Les donateurs internationaux avaient quasiment tous suspendu leur aide à l'Afghanistan après la prise des talibans, mais depuis, la population est confrontée à une grave crise économique, provoquant pénurie et extrême pauvreté. Face à cette situation, la Banque mondiale annonce une aide de 280 millions de dollars. L'UNICEF et le Programme alimentaire mondial seront les destinataires de ces fonds. Inès Olagaray. Pour beaucoup de familles afghanes, l'hôpital est le dernier recours pour prendre soin de leurs enfants.
Depuis le retour au pouvoir des talibans, les médicaments et les biens de première nécessité se font de plus en plus rares. Ces familles ne peuvent pas se permettre de chauffer leur maison et les enfants ont souvent des pneumonies. C'est souvent combiné à de la malnutrition. L'annonce de la Banque mondiale est une lueur d'espoir pour les Afghans. L'organisation qui avait gelé son aide depuis fin août vient d'annoncer le transfert de 280 millions de dollars d'ici la fin de l'année. Cet argent provient de l'ARTF, un fonds composé de multiples donateurs qui coordonnent l'aide internationale en Afghanistan. Afin d'aider les civils sans soutenir le régime des talibans, ces fonds iront directement à l'UNICEF et au Programme alimentaire mondial, 2 ONG implantées depuis longtemps dans le pays. Il est absolument crucial que les donneurs internationaux fournissent de l'aide pour éviter que l'économie ne s'écroule et pour que les services de base puissent continuer à fonctionner. En septembre, l'ONU avait lancé un appel de fonds de plus de 600 millions de dollars pour financer les opérations humanitaires en Afghanistan jusqu'à la fin de 2021. Avec ces 280 millions de dollars, les ONG sur place vont pouvoir administrer 1 million de doses de vaccins, délivrer des médicaments à 12 millions et demi d'Afghans, mais aussi fournir de la nourriture à plus de 2 millions et demi d'entre eux. Jusqu'ici, les fonds de l'ARTF étaient la plus grande source de financement pour le développement de l'Afghanistan. Ils représentaient jusqu'à 30% du budget du pays. En Inde, les agriculteurs qui bloquaient les abords de New Delhi ont quitté leur campement après 1 an de lutte. Les agriculteurs ont obtenu le retrait des réformes agraires ainsi qu'une série de revendications. C'était la première fois que Narendra Modi cédait à un conflit social. Inès Olagaray. Pour une fois, ces embouteillages à la sortie de New Delhi sont bon signe. Ces milliers d'agriculteurs reprennent le chemin de leur village. Le gouvernement vient de céder à leurs dernières revendications. Au vu des promesses faites par le gouvernement, nous avons décidé de suspendre nos manifestations. Nous nous réunirons le 15 janvier prochain et si ces promesses n'ont pas été tenues, nous recommencerons à manifester. Voilà plus d'1 an que des milliers de fermiers indiens manifestaient dans tout le pays pour le retrait de plusieurs réformes agricoles. Des lois qui autorisaient les agriculteurs à vendre leur production aux acheteurs de leur choix. Et sans la garantie des prix fixés par l'État, les petits producteurs craignaient, eux, d'être à la merci des grandes entreprises et de devoir brader leurs marchandises. Face à l'ampleur de la contestation, le Premier ministre indien a fini par faire abroger ces lois le mois dernier. Narendra Modi vient également d'accepter de verser des compensations aux familles des fermiers morts pendant les manifestations et de mettre fin aux poursuites lancées contre certains d'entre eux. Ils se sont inclinés face au peuple et nous, les fermiers, nous avons sauvé la démocratie. Depuis son arrivée au pouvoir en 2014, jamais Narendra Modi n'avait cédé face à la contestation de la rue. Mais le Premier ministre veut garder l'avantage dans les États du Pendjab et de l'Uttar Pradesh, où se tiendront des élections clés dans quelques mois, et d'où sont originaires de nombreux agriculteurs ayant pris part au mouvement. La Coupe d'Afrique des Nations, c'est dans moins d'1 mois et Samuel Eto'o vient d'être élu à la tête de la Fédération de football du Cameroun. L'ancien buteur des Lions indomptables aura de nombreux défis à relever, notamment restaurer l'image de la fédération après des scandales de corruption. Kevin Battista. La joie des soutiens de Samuel Eto'o à l'énoncé du verdict. Leur candidat est élu président de la Fédération camerounaise de football. Vainqueur avec 12 voix d'écart, Samuel Eto'o a battu Seydou Mbombo. Sa campagne avait reçu le soutien de plusieurs de ses anciens coéquipiers. Je pense que c'est une grosse satisfaction pour Samuel et pour tous les footballeurs en fait. Parce qu'aujourd'hui, on dit souvent que les footballeurs n'ont pas leur place dans l'administration. Samuel aujourd'hui gagne des élections. Je pense qu'aujourd'hui c'est comme si tous les footballeurs devenaient présidents de la fédération, d'une fédération. Révélé au Real Madrid avant de briller notamment au FC Barcelone et à l'Inter Milan, Samuel Eto'o est considéré comme l'un des meilleurs attaquants des années 2000. Il est à ce jour le buteur le plus prolifique des Lions indomptables, la sélection camerounaise. Sur les réseaux sociaux, l'ancien joueur dit vivre avec cette élection le moment le plus fier de sa vie. Parmi ses promesses de campagne, développer le football féminin et lutter contre la corruption, des actions attendues par ses soutiens.
Je pense que beaucoup de choses vont changer. J'attends de ce président, M. Samuel Eto'o, de rassembler les footballeurs camerounais, de rassembler les acteurs du football et de faire jouer et de donner égalité de chance entre un enfant d'un arrondissement et ceux de la capitale. Le mandat de Samuel Eto'o doit durer 4 ans. Des dossiers urgents l'attendent déjà. Le Cameroun doit notamment accueillir la Coupe d'Afrique des Nations en janvier prochain. L'an dernier, la compétition avait été reportée à cause de la pandémie de Covid-19. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.